Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour cette deuxième journée de colloque. Patrick Boucheron rappelait hier en introduction que cette histoire mondiale de la France avait d'abord démarré comme une aventure éditoriale, on peut dire un défi, 122 auteurs pour commencer, 149 aujourd'hui. Une aventure éditoriale plutôt qu'un programme scientifique. Alors cette aventure a trouvé son public, 200 000 exemplaires pour un livre collectif, c'est du jamais vu, c'est très important. Et cette circulation considérable, colossale on peut dire, jusqu'à un public non spécialiste, eh bien c'est le résultat d'appropriation, de manière de faire avec, d'apprendre à se décentrer, d'envisager une autre lecture, une relecture, on pourrait dire une contre-visite d'ailleurs, mais aussi une manière de se retrouver mieux parfois dans une histoire de France qui déborde, qui déplace les bornes, qui dépasse les bornes peut-être. On l'a bien compris d'ailleurs ici hier avec ce dont nous parlait Mme Fatou Niang par exemple, ces arpentages, ces partages de New York jusqu'à Clichy-sous-Bois, avec y compris des mères de famille, avec des scolaires. Alors on va revenir avec deux de nos invités, Joël Alazard et Olivier Jandot, que vous voyez au milieu de cette table qui n'est pas ronde. On va revenir avec eux deux sur ce que l'histoire mondiale de la France a pu faire au cadre scolaire de l'histoire. Mais d'abord, je vous propose qu'on parte en Bretagne, à Rennes, parce que les Rennais, les Rennaises ont particulièrement rencontré ce livre, l'histoire mondiale de la France, et cette aventure, puisque deux artistes se sont emparés du livre à Rennes. Alors, ces deux artistes, ils sont avec nous aujourd'hui. C'est Arthur Noziciel, directeur du Théâtre national de Bretagne depuis 10 ans. Et puis, Boris Charmatz, au bout de cette table, qui est danseur et chorégraphe et qui, à l'époque, était à la tête du Musée de la danse, centre chorégraphique à Rennes. Alors, en 2017, Arthur Noziciel, vous arrivez, je crois, tout juste en janvier, à la tête du TNB. Et vous faites cette invitation à Patrick Boucheron de venir comme chercheur associé au Théâtre national de Bretagne. Et il n'arrive pas seul, puisqu'il arrive alors que depuis 1 an et demi à peu près a démarré cette aventure de composer une histoire mondiale de la France, de revisiter l'histoire de France au prisme de ce débordement, de cette aération. Comment vous est venue cette idée de vous emparer d'un livre, d'une somme pareille, d'un livre à la fois atypique et en même temps très dense, d'ouvrir large finalement les fenêtres de l'histoire à votre endroit, depuis la direction d'une institution culturelle, et de partager, vous aussi, une histoire mondiale de la France. Ça vous est venu comment, cette première intention ? Merci. Alors, je replace juste dans la chronologie. Je suis arrivé en 2017, oui. Patrick est invité au TNB comme historien associé, chercheur associé, pour un projet qui s'appelle Rencontrer l'histoire. Je ne sais pas si Patrick en a parlé ou en reparlera, mais Rencontrer l'histoire, qui était l'idée d'associer un historien à un projet de théâtre, un projet de centre dramatique, afin de lui permettre et de nous permettre de voir comment l'histoire était traversée par le théâtre et vice-versa en fonction de grands rendez-vous de la saison au TNB, au Théâtre national de Bretagne. Et donc Patrick intervenait tous les mois et continue d'intervenir. Là, ça va être la 9e ou 10e saison qu'il fait avec nous, où il intervient tous les mois pour un projet qui a beaucoup évolué au cours de ces saisons, qui a commencé par quelque chose qui relèverait plus de la conférence pour devenir des choses beaucoup plus performées, des invitations. Enfin, je ne vais pas parler à la place de Patrick, mais enfin, il s'est approprié ce projet pour en faire quelque chose qui vient questionner le rapport à l'histoire, la mémoire, le théâtre, etc. Et en fait, dans la chronologie, c'est Boris qui a commencé, puisqu'on a un festival au TNB, festival 2017, je crois, avant ton départ. 2018. Donc ça, Boris en parlera plus tard. Il a envie de performer l'histoire mondiale de la France, et c'est ce qu'on va faire au TNB, dans tous les espaces du TNB. Voilà. Mais ça, je vais laisser peut-être Boris en parler. Et vous, après, vous voilà. Alors reprenez... moi, j'arrive plus tard, grâce ou malgré le Covid. C'est-à-dire que l'histoire mondiale de la France, c'est un projet Covid. Donc vous ouvrez les fenêtres pendant le confinement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... c'est très particulier de se retrouver, pas juste metteur en scène, acteur inoccupé, mais directeur d'un théâtre,
avec une centaine de personnes, de permanents, avec des équipes en création, une saison qui est annoncée, et d'un seul coup, tout est à l'arrêt. Donc c'est très particulier comme sentiment. Et en fait, il a fallu quelques jours pour que je commence à me dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder le lien avec à la fois les artistes et à la fois le public. Petite parenthèse, un de mes premiers réflexes de lecture, à ce moment-là, pour essayer de m'occuper la tête, ça a été de lire Conjurer la peur. Peut-être à cause du titre. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient des captations en ligne, des captations de spectacles. Les gens passaient beaucoup de temps sur leur ordinateur, finalement, entre le télétravail, les Zooms, les apéros Zoom, etc. Alors moi, je n'avais pas du tout l'envie de me coller encore plus sur l'ordinateur. Et j'ai commencé à retraverser l'histoire mondiale de la France. Et je me suis aperçu que c'était une lecture qui m'apaisait. Il y avait quelque chose dans le fait de retraverser le livre, de se sentir relié dans le temps et l'espace. Parce que ce qui se passait était quand même un événement absolument mondial. Quand on regardait un petit peu les infos, alors on voyait comment ça se passait au Mali, puis comment ça se passe aux États-Unis, puis comment ça se passe... C'était assez impressionnant, en fait, cette géographie du confinement. Et ce sentiment d'isolement, avec l'impression que c'était un événement partagé par des millions et des millions d'autres personnes ailleurs, dans d'autres langues, dans d'autres histoires. Et ce livre me donnait le sentiment, l'impression, l'illusion ou pas, de quelque chose qui se reliait, qui nous reliait dans le temps et l'espace. Et je me suis dit, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose à partir de ça. Et alors, c'est pas une blague. Hier soir, j'ai des piles de papier brouillon dans un tiroir. Vous aussi? Voilà. Et donc, j'en ai pris vraiment une en plein milieu, comme ça. J'ai tiré au hasard pour noter quelques noms de gens qui avaient participé à l'histoire mondiale. Et je vous jure que c'est vrai. Le papier qui est sorti, c'est attestation de déplacement. C'est parfait. Je vous jure que c'est vrai. C'était vraiment un hasard. Et de déplacement dérogatoire. Voilà. Donc, c'est là-dessus que j'ai... Et donc, on s'est appelé avec Patrick et je lui ai proposé cette idée en disant, voilà, on va sélectionner 30 dates... Et après, je me suis dit rapidement, ça allait être 40, 50, 60. Et puis, on va voir comment on va appeler des acteurs, des actrices, mais pas que. Il y a eu des auteurs, il y a eu des graphistes, il y a eu des plasticiens. Au départ, on est parti d'un cercle un peu proche comme ça du TNB et des acteurs, des artistes qui devaient intervenir dans la saison. Puis très rapidement, ça s'est un petit peu écarté à d'autres gens, alors parfois comme des clins d'œil. Il y a des petites histoires souterraines en disant tiens, ce texte, je vais le filer à machin ou machine. Et puis après, le temps avançant, il y a eu des gens qui nous ont rejoints parce qu'aussi, à des moments, ça faisait sens. Comment est-ce que vous choisissiez les dates? Comment on a choisi les dates? Je crois qu'au départ, c'est Patrick qui a fait la sélection. Je pense que c'est toi qui as fait une première sélection. Et puis après, on discutait, on voyait le temps avancer, et puis il y avait des dates que je regrettais. Voilà. Il y avait, Vous avez un exemple? Un remords? Non, mais je pense par exemple... Ou vous regrettiez de ne pas avoir sélectionné? 1907, Avignon, les Demoiselles d'Avignon, c'est-à-dire des choses peut-être qui renvoyaient aussi qui nous renvoyaient à l'art, ou à des moments, voilà, il y avait des textes sur le cinéma. Vous regrettez de les avoir sélectionnés ou de ne pas les avoir sélectionnés? Ah non, on a mis tout ce qu'on voulait parce qu'on a malheureusement eu le temps. Enfin, je veux dire, comme ça a duré plus longtemps que prévu, on n'a pu qu'à la fin, mais on se disait, oh là là, est-ce qu'on va retrouver une date? Non, mais je crois qu'on en a fait combien? 60, non? Un truc comme ça? Boris, on a bien compris que tu étais à l'initiative de cette première lecture, de ce premier partage avec ce festival dans le cadre du TNB. D'ailleurs, tu es danseur et chorégraphe, mais tu avais accueilli les étudiants de l'école du TNB, et Arthur, je crois, aussi a performé dans le cadre de ce spectacle. Il y a des points communs entre finalement cette aventure collective avec 122, 149 auteurs et le geste de danser. Évidemment, ça aussi, c'est une pratique sociale collective, une écriture collective d'ailleurs. Mais quand même, on se dit que ça ne va pas de soi finalement d'interpréter en tant que danseur ou toi en tant que chef de troupe quelque part ce texte. Alors
à part le goût de l'impossible ou le goût du défi, hier, Emma Rothschild prononçait le mot d'émiettement pour raconter cette ouverture du récit historien. Est-ce que c'est cet émiettement qui a porté ton geste de création ? C'est complexe parce que, bon, c'est vrai que moi j'aime les livres et j'ai souvent essayé de travailler avec des livres. Alors peut-être que Arthur, il met en scène des textes, mais moi... Un répertoire, oui. Voilà, moi en tant que danseur, j'aimais bien l'objet livre. Celui-ci est très épais, très lourd. Et j'avais déjà travaillé sur un livre qui est un livre d'archiviste de la compagnie Merce Cunningham, qui s'appelle Un demi-siècle de danse. Et on a travaillé avec ce livre, et c'est le fait de ne pas avoir de chorégraphe, ce serait Merce Cunningham dans ce livre donné, mais d'avoir un livre au milieu des danseurs, et on travaille sur les photos de ce livre, et on essayait d'interpréter toutes les photos du début à la fin. C'est le spectacle qui s'est appelé Flipbook. Voilà, c'est ça. Et j'avais adoré le fait de mettre un livre au centre du studio de danse. Mais j'ai aussi fait pas mal d'expériences. J'ai fait une école qui s'appelait Bocal. On a essayé de s'échauffer avec des livres, donc de bouger en lisant, d'écouter d'ailleurs Roland Barthes au Collège de France tout en s'échauffant, enfin de faire tout un tas d'expériences. On a fait même une exposition au Musée de la Danse de lecture en mouvement. Donc comment la lecture répartie dans l'espace peut nous mettre en mouvement, bien sûr les partitions. Donc ça vient de loin, on va dire. Mais j'ai eu quand même un flash en lisant ce livre. Bon, j'en ai entendu parler, et pas un flash de tiens, j'ai envie de dire et de danser avec tel ou tel chapitre, mais le flash de l'aventure, du processus, en fait, de trouver une forme collective dans laquelle chacun aurait une immense liberté. Et j'ai eu l'impression, on n'a pas entendu ça dans le colloque tellement, mais les auteuristes, il y en a bien sûr dans la salle, le sentiment qu'ils avaient une date, donc c'est limité peut-être, c'est 1973, c'est la fondation de Marseille, c'est limité, mais à l'intérieur de ce chapitre, qui est court, ils peuvent mettre aussi, ils veulent mettre tout leur, peut-être pas leur savoir, mais leur passion, leur philosophie de l'histoire. Et du coup, j'ai le sentiment que c'était émietté, peut-être pas, mais en tout cas éparpillé, éclaté, très contrasté, mais que dans chaque chapitre, il y avait quand même tout un monde. Et qu'il y avait une tentative de trouver une forme collective à des individualités en train de penser qui restaient elles-mêmes. Donc il n'y avait pas un nivellement de toutes les pensées. Et évidemment, je me disais, c'est presque impossible de faire un vrai livre avec 122 mains. Des fois, on est x2 d'ailleurs. Voilà, mais en fait, en danse, moi je cherche aussi des choses comme ça. On avait fait par exemple une exposition vivante qui s'appelait 20 danseurs et maintenant 20 danseuses pour le XXe siècle, où on appelait donc une vingtaine de danseuses, danseurs, à interpréter des solos du XXe siècle, et puis du XXe et XXIe siècle, dans lequel chacun fait sa propre archéologie avec ce qu'il faisait à 7 ans, ce qu'il faisait à 30 ans, ce qu'il faisait à 50 ans. Il a travaillé avec Forsyth ou avec Kersmacher ou avec tel ou tel chorégraphe, mais il faisait aussi autre chose, avant, après, pendant. Et donc, moi, j'ai fait des sortes de commissariats, on va dire, de curation d'événements où chaque danseur est assez indépendant, voire très libre, mais dans une forme collective. Et c'est un peu l'opposé de l'unisson. Et on voit beaucoup aujourd'hui d'unisson. On a tous la même musique, si possible technoïde, comme ça, et tous les danseurs font la même chose, et ça fonctionne très bien sur Instagram et sur les scènes. Et au fond, j'aime les projets complètement différents, où il y a une dimension collective, une volonté, même un besoin et là c'est après 2015, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se réempare du récit national, ça, mais avec une multitude de points de vue. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce projet. Alors, je n'ai pas parlé du projet, peut-être je dis 2 mots sur le... Alors, c'est un spectacle qui s'est appelé La Ruée, qui était simultané, mais c'était comme une traversée, un parcours. Oui, alors nous, avec on appelle ça une gyrophares. exposition vivante, ça durait 3 heures. Comme le disait Arthur, on prend tout le TNB, donc l'entrée, les foyers, les dessous de scène, la scène, on va vraiment dans tout le bâtiment. Et le but, c'est d'exposer tout le livre. Donc, alors évidemment, il n'y a pas tous les chapitres, mais on est quand même une quarantaine d'artistes, dont 20 étudiants du TNB. On confie, ou alors mon idée de départ, c'est que les artistes vont choisir eux-mêmes un des chapitres qui leur
qui leur parle. Certains sont arrivés avec un chapitre, ils l'avaient lu. Il y en a qui ont choisi. Fanny de Chaillet voulait à tout prix 1984, Michel Foucault est mort. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne savaient pas. Un texte de Philippe Artière. C'est une somme énorme, ils sont un peu perdus. Et puis nous, on a aussi une volonté de représenter tout le livre. C'est-à-dire de ne pas être seulement sur le XXe siècle ou sur le XIXe, mais d'aller vraiment de la préhistoire à 2015. Donc on est aidé en cela par les étudiants du TNB auxquels on impose le fait de couvrir tout le livre. Donc comme ça, on est sûr il y a peut-être pas comme ça une équité sur les périodes, mais quand même que toutes les périodes soient couvertes. Est-ce qu'il y a eu des périodes ou des objets justement qui ont été plus difficiles à s'emparer? Je ne sais pas, il faudrait demander. Alors moi, j'ai pas participé, j'ai organisé. Vous avez fait le commissariat. Mais j'ai pas choisi un chapitre pour moi-même. Donc on a discuté. Arthur a hésité, je crois, puis il a choisi Salvador Allende, 1973, l'autre 11 septembre, de Maud Chirio. Dans la discussion, et ensuite on a appelé des danseuses, des danseurs, des acteurs, des actrices, et chacun s'est emparé à sa manière. Donc il y a un groupe de danseuses qui travaillent avec moi. Ils ont décidé de faire les chapitres à l'oreillette. Donc ils ont enregistré leur propre voix des chapitres. Ils lisaient tous les chapitres, mais très vite. Donc de manière très très condensée. Et avec un matériel gestuel issu d'une pièce qui s'appelle 10 000 gestes, qui va aussi très vite. Donc tout d'un coup, on avait Simone de Beauvoir, mais en accéléré, on avait Levé le Div en accéléré, on avait des compressions comme ça. Mais encore une fois, chacun pouvait interpréter à sa manière. Arthur faisait le désastre chilien avec des claquettes, mais pas pour faire un danseur de claquettes, pour faire, c'est presque le bruit des bottes, le bruit des... voilà, mais le même chapitre a été repris à Bobigny, parce qu'on a fait 2 éditions avec Michel Escaut à la MC 93, et lui faisait bizarrement du hula hoop en récitant le chapitre. Donc vraiment, chaque artiste faisait à sa manière, et c'est ça qui était beau. Alors, justement, certains interprètes endossent le texte, le lisent. Je crois que, justement, 84, la mort de Michel Foucault, c'est le texte tel qu'on le connaît, nous, comme lecteurs, lectrices. D'autres, inversement, font plutôt une proposition presque prescriptive en disant « Il me semble que ce qui est intéressant ici, écoutez donc ce que nous disent les archives, etc. » Arthur, comment vous avez décidé de vous emparer de cet épisode ? Le Allende ? Oui. Parce que c'est une période qui me touche particulièrement, c'est un événement qui me touche beaucoup et sur lequel je n'avais pas travaillé. Je travaille sur d'autres choses qui ont à voir avec l'histoire dans mon parcours de metteur en scène, mais ça c'était un thème qui me touchait particulièrement. Et après le lieu, je crois que c'était toi qui a proposé les dessous, ce qui était assez intéressant parce que c'est vraiment les dessous de scène, c'est bas de plafond, c'est des planches et des barres métalliques, ça a un univers assez glauque et en même temps peu vu en général par les gens. La déambulation aussi dont parle Boris, c'était quand même aussi, il y avait le travail d'Yves Godin qui guidait tout ça en lumière, qui créait quand même des impressions assez fortes dans certains espaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yves Godin, donc éclairagiste, a utilisé, je crois, 250 gyrophares posés au sol. Et donc, tout le bâtiment du TNB ou de la MC 93 est habité par ces gyrophares. Donc, bien sûr, c'est l'urgence, c'est la sécurité. La trépidation. Voilà, mais c'est aussi très qu'il y a une scansion comme ça. C'est hypnotique, c'est un tourbillon de lumière permanent et un peu de fumée. Et je crois que ça, je sais pas si ça représente le livre, mais ça nous mettait dans un maelstrom comme ça de sensations, de dates évidemment, de textes et propice à la déambulation des spectateurs. Et c'est en simultané. Donc effectivement, on ne décide pas de faire une présentation frontale chapitre par chapitre, mais c'est en même temps, alors pas l'ensemble du livre, encore une fois, je crois qu'il y a une 50aine de chapitres qui sont dits, utilisés, pris. Mais la simultanéité, je trouve, représente bien le livre, le fait que tout le monde s'y met en même temps. Arthur, est-ce que la date, comme format non pas de scénarisation, je ne sais pas exactement quel mot il faut employer, mais de restitution de récits, est-ce que
comme support narratif, la date, c'est efficace. Il y a eu deux formes de projets dans l'enceinte du TNB. Il y a le premier spectacle, La Ruée, donc cette pièce avec Boris comme chorégraphe, mais finalement commissaire. Je trouve que ça vous va bien parce qu'il y avait une grande latitude pour chaque incarnation. Et puis après, pendant le confinement, il y a donc cette restitution des textes avec, on va écouter juste après, avec des formats courts, sonores. Dans quelle mesure ça vous a stimulé de travailler sur le point de vue, par exemple ? Est-ce que la forme du livre était très adaptée à cette idée, et avec le parti pris, bien sûr, du déplacement, du décentrement, tout ce travail épistémologique? Est-ce que pour vous, ça a actionné dans la création quelque chose de distinct? Je ne sais pas si à cet endroit-là, ce qui était intéressant, c'est de prendre chaque date comme un récit, et comment déjà la date, en tant que chiffre, envoie de l'imaginaire, crée déjà une sorte d'attente, presque un suspense. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire sur 1347, la peste atteint la France en plein Covid? Je me doutais bien que cette date serait peut-être une qui ferait le plus d'écoute, forcément. Vous le dites pour Patrick Boucheron. Pardon ? Vous parlez de la peste pour Patrick Boucheron. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus, on est devenu peut-être un peu obsessionnels, excusez-nous. On vous en prie. Mais donc les dates, elles sont un vecteur comme ça d'imaginaire. Moi, je sais que, par exemple, sur La Ruée, cette date-là, Allende, tout de suite, ça crée chez moi, je ne sais pas si c'est l'endroit de parler de ça, mais quelque chose d'un sentiment. C'est un sentiment, vraiment. Il y a des moments de l'histoire, toutes et tous, probablement, qui nous touchent davantage que d'autres. Après, c'est nos histoires personnelles. Mais... Donc voilà, il y a quelque chose sur cette date et l'envie si je prends le cas de La Ruée, de la transmettre. Les claquettes sont arrivées, bon voilà. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de proposer ça, alors que c'est pas un livre qui est forcément fait pour être lu à haute voix, et donc de travailler cet objet livre ou ces textes, de sorte que chaque interprète puisse quand même en faire entendre le sens. On parlait d'un podcast, donc on était dans quelque chose qui était moins expérimental que quelque chose qui était là pour, ça va paraître bête, mais pour rassurer, c'est-à-dire de rappeler aux gens qu'ils n'étaient pas seuls, mais de les rappeler qu'on s'inscrivait vraiment dans un temps long dans lequel cet événement qu'on vivait les représentait une virgule ensuite sur des chronologies, et que par ailleurs, notre histoire, et dans ce repli, dans cet enfermement forcé dans lequel on était, n'était pas que la nôtre, elle était une histoire mondiale. C'est ça que je trouvais émouvant même dans ce titre, c'est qu'on ne peut pas se détacher de ce qui pouvait se passer ailleurs. Et il y avait des dates qui étaient particulièrement intéressantes. Je pense sur le dérèglement climatique au XVIIe siècle, je pense à des choses voilà, qui me reviennent un petit peu comme ça, qui, je trouve, avaient quelque chose qui, parce qu'elles nous donnaient un temps et un espace, pouvaient opérer quelque chose qui rassure. Et donc la consigne pour tous les interprètes, c'était la même, c'est-à-dire faites ça avec votre téléphone, il fallait que ça reste vraiment quelque chose de bricolé, c'est-à-dire d'amateur, dans le sens où je voulais qu'on sente que chacun faisait ça de chez soi, de chez lui ou elle. C'est-à-dire que ce n'était pas une mise en scène de tout ça, c'était j'ai un téléphone, je m'enregistre et je vais m'adresser à d'autres. C'est intéressant parce qu'il me semble que ça dit bien l'appropriation précisément, cette texture-là aussi. Je vous propose qu'on écoute. Alors c'est quelques intros, c'est juste pour comprendre peut-être comment, quelle était la petite règle du jeu de chacune qui devait commencer de cette façon-là. Histoire mondiale de la France, ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, aujourd'hui 34 000 avant notre ère. Inventer le monde dans les entrailles de la terre. Écrit par François Bon, lu par Arthur Nosiciel. Aujourd'hui, 23 000 avant notre ère, l'homme se donne un visage de femme. Écrit par François Bon et lu par Marie-Sophie Ferdan. Aujourd'hui, 500 avant notre ère, le dernier des Celtes. Écrit par Laurent Olivier, lu par Laurent Poitrenaud. Aujourd'hui, 1143
L'exécrable Mahomet, écrit par Dominique Ionia-Pratt, lu par Denis Podalides. Aujourd'hui, 1550, les Normands jouent aux Indiens, écrit par Yann Lignereux, lu par Maria de Medeiros. Aujourd'hui, 1784, Sade, embastillé et universel, écrit par Anne Simonin, lu par Pascal Grégory. Aujourd'hui, 1984, Michel Foucault est mort, écrit par Philippe Artière, lu par Lina Coudry. Vous retrouvez la totalité des podcasts encore aujourd'hui en ligne gratuitement sur le site du Théâtre National de Bretagne. Ce qu'on n'a pas encore dit, Arthur Noziciel, c'est que ce podcast a touché un public très vaste. Ça a été un succès. Ouais, ça a été assez étonnant. Ça a été plus de... Enfin, à l'époque, là, depuis, on l'a bien dépassé. Mais à l'époque, ça a été à peu près 40 000 écoutes. Ce qui est quand même assez étonnant sur des textes qui sont, a priori, je dis bien a priori, des textes comme ça, très spécialisés ou arides. Tous les textes ne sont pas aussi simples à dire ou à entendre. Donc, il y a des gens... pour moi, qui sont très, très... Alors, sur la distribution, par exemple, des gens très, très virtuoses, je leur donnais les textes les plus compliqués. Denis Podalides, par exemple, ou Pascal Rénéric, pouvaient avoir des textes vraiment... Voilà, des gens qui étaient moins acteurs, qui n'étaient pas du tout acteurs, on essayait de leur donner des textes un petit peu... Mais donc, tout le monde a accepté de jouer le jeu aussi bénévolement. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que les gens ont fait vraiment avec générosité. Et puis... au niveau de... C'est quelque chose que, voilà, ensuite pour des histoires de droit qu'on a dû enlever puis qui sont revenus. Donc on a constaté qu'à nouveau, voilà, il y avait de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices pour ce projet, un peu, et qui dépasse très largement le public du TNB, évidemment. Et même le public local, probablement. Ah oui, oui. Ah bah oui, là, on est au-delà de Rennes, oui, bien sûr. Boris Charmatz, je sais que j'ai déjà lu de toi, que tu disais que l'histoire était un moteur de recherche, que tu appartenais à une génération pour laquelle l'histoire est un moteur de recherche. Dans quelle mesure, tu citais tout à l'heure un autre travail à partir d'un livre, dans quelle mesure l'histoire peut tramer un travail chorégraphique, dans quelle mesure c'est générationnel? Qu'est-ce que ça veut dire comme borne temporelle de dire ça? Moi, je suis né en 73, donc c'est peut-être pour ça que j'ai aimé ce chapitre, 1973. Mais quand je fais de la danse contemporaine, et quand j'ai commencé à être professionnel vers 17-18 ans, ce qui dominait, c'est que la danse contemporaine, c'était la danse d'aujourd'hui. Donc le répertoire, l'histoire, la mémoire, c'était pas pour nous. On faisait la danse d'aujourd'hui. Maintenant, l'an prochain, on fera une autre danse, un autre spectacle, une autre première. Et moi, très vite, je me suis senti très en inconfort avec ça. Peut-être parce que l'histoire dans ma famille, notamment la Seconde Guerre mondiale et l'immigration, c'est très important, les traumas. Donc je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et puis j'étais danseur, j'avais envie de travailler avec des chorégraphes, parfois anciens ou même légendaires, et néanmoins pouvoir faire mon propre travail sans qu'on me dise oui, bah du coup, si tu as travaillé avec un tel, alors là tu pourras pas faire ton travail. Et quand j'ai commencé, il y avait vraiment une sorte de doxa où si on s'intéresse à l'histoire, c'est qu'on ne sera pas capable d'inventer. Et donc j'ai fait partie d'une génération où on a essayé à tout prix de lutter contre cela. Moi, j'ai appris des solos d'Isadora Duncan, j'ai dansé avec Steve Paxton, qui est un des inventeurs du contact improvisation américain, pape des années 60-70, mais on pouvait danser ensemble et inventer des choses ensemble. Donc c'est histoire et histoire de la danse, les deux se tiennent. Oui, bah pour moi les deux se tiennent, bien sûr. Après, c'est ce genre de livre qui a fait que tout d'un coup on peut être dans l'histoire et pas dans l'histoire de la danse, parce que c'était plus facile, ou c'était peut-être un premier pas d'être dans l'histoire de la danse, c'est plus simple, enfin a priori, il y a plein de complexités aussi, mais là avec ce livre, tout d'un coup j'ai basculé vers l'histoire, et puis ça donne envie du coup de continuer. Mais qu'est-ce qu'on fait parce que c'est pas si simple. Mais c'est un intérêt comme ça à la fois personnel et puis quand même de génération, de se dire il faut. Mais c'est aussi un accès à des archives plus facile aujourd'hui, ou en tout cas hier, qu'avant-hier. Donc la possibilité
de mêler danse et histoire. Je dirais même improvisation et histoire. J'ai eu un flash à un moment, j'improvisais. Quand on improvise, on se dit qu'on va inventer des gestes nouveaux. C'est ça l'improvisation, c'est de se dire, vous ne savez pas ce que vous allez voir, je ne sais pas ce que je vais faire, et je vais casser ce micro. Mais vous ne le saviez pas. Et en fait, quand on improvise, on est très vite face à l'histoire. Sa propre histoire, ses propres schémas, son éducation d'homme blanc. Donc en fait, je me suis dit... Tiens, un imaginaire collectif aussi. Oui, en fait, on croit improviser et découvrir du nouveau. En fait, on improvise et on ouvre des valises historiques, culturelles, liées à l'éducation, liées au genre, liées à... etc., etc. Et au lieu de se dire, mince, c'est raté, je voulais faire un nouveau geste, je fais toujours le même, il y a des gestes qui ne passent pas, de se dire, ben, regardons ça, et on peut vraiment improviser et toucher à l'histoire. Parce qu'il a une historicité, ce geste-là. Oui, parce que j'improvise à la parole, mais un vers me revient, une musique me revient. Enfin, donc, en fait, la danse, mais pas seulement la danse, est un endroit de nœud entre passé, présent et futur. Nos gestes construisent le corps de demain, construisent vos perceptions, mais elle est faite bien sûr de tout ce qui nous a formés. Donc on croit que la danse est éphémère, jouée à l'instant T. On dit toujours, il y a une légende comme ça de la danse de ce soir n'est pas la danse de demain, elle ne se reproduit pas, elle aussi elle ne s'achète pas, etc. Mais en fait, elle est dans l'histoire. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. C'est le fait qu'on est dans un nœud de passé, de présent et de futur. Et du coup, on peut rentrer en dialogue avec des ouvrages comme ça ou avec des notions historiques. Et pour autant, ce n'est pas un travail didactique. C'est-à-dire, j'ai en tête ta pièce Magma avant, mais là, a fortiori, alors qu'il y a du texte, alors que c'est une appropriation d'un livre, alors que c'est une interprétation d'un livre, eh ben, on n'est pas dans quelque chose de démonstratif, dans un exposé. Par exemple, quand la chorégraphe Nadia Begré, chorégraphe ivoirienne, interprète dans le hall du TNB ce chapitre, un des chapitres sur l'esclavage, elle parle, elle guide finalement, elle donne au public une clé de lecture, une clé d'entrée dans le travail scientifique, et pour autant, ce n'est pas démonstratif. Bon, c'est un bon exemple de Nadia Begré. Bon, c'est une artiste, je ne sais pas si vous la connaissez, extraordinaire, danseuse, chorégraphe. Et sa performance, là, a quelque chose de sidérant. Oui, puis je pensais qu'elle allait choisir elle-même un chapitre. En fait, elle arrive, elle n'a pas lu le livre, elle ne sait pas, elle dit qu'est-ce que tu veux que on ne sait pas. Et c'est complexe, parce que si on lui donne la révolte des esclaves à Saint-Domingue, peut-être qu'on l'enferme aussi. Enfin, on hésite, on discute. Et puis elle dit non, mais je vais faire ça à 1791. La révolte des esclaves à Saint-Domingue et les plantations en révolution. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui va apprendre un chapitre par cœur et le faire, elle nous décentre aussi, elle le fait à sa manière. Donc le chapitre est là comme il y a des traces du chapitre dans ce qu'elle fait. Elle enlève sa ceinture, elle donne la ceinture aux gens pour qu'ils la frappent. Enfin, elle fait des choses horribles. Elle nous plonge dans une histoire... c'est comme si c'est malaisant, comme on dirait aujourd'hui. Oui, et elle est aussi à un endroit où c'est comme si la décolonisation, la fin n'a pas eu lieu, en fait. Donc elle nous met à un endroit de complexité, en fait. Et elle l'incarne totalement. Alors, je ne sais pas si, du coup, le chapitre, il n'est pas là dans sa syntaxe, dans sa grammaire, mais il y a quelque chose de ce chapitre, la brûlure de ce chapitre, qui est là avec elle. Et c'est vrai que sur ce projet-là, on s'est plongé dans l'histoire, mais ça nous a aussi bousculé. Moi, je connaissais Nadia Begré de plein de manières. De la voir faire ce chapitre-là de cette manière-là, seins nus, dans le hall de l'AMC 93, c'était aussi... il y a des gens qui ne pouvaient presque pas regarder. Donc un peu comme s'il y avait des chapitres en histoire, on dit souvent on veut pas réouvrir la page de la guerre d'Algérie ou de ceci ou de cela. En fait, dans ce projet de la Ruée, il y avait aussi des chapitres qu'on avait plus ou moins envie de regarder d'une certaine manière. Et en même temps, moi, comme spectatrice, j'ai un grand souvenir de
je ne sais pas comment il faut appeler ça, cette performance, ce numéro, ce morceau d'histoire mondiale partagée, notamment, il me semble que c'est vraiment une incarnation, une incorporation de ce que peut être l'agentivité quand on la voit comme ça, livrer sa propre lecture reçue finalement de ce texte. Oui, puis j'entendais hier beaucoup qui a écrit, de quel point de vue on parle, et le fait de faire la ruée avec d'autres artistes, avec des artistes qui ne sont pas historiennes, pas historiens, c'est aussi un décentrement, c'est-à-dire que le livre a un très bon support en fait. Peut-être qu'il ne répond pas à tout, mais c'est pas en complétant, mais en invitant Salia Sanou, qui est burkinabé, à prendre en main le chapitre sur l'expo coloniale de 1931. Ça, c'est lui qui le choisit, pour le coup. Il y a des décentrements qui sont possibles après le livre. C'est-à-dire, déjà, nous, on a travaillé sur la première édition. Il y a les autres éditions, et bien sûr, il y a l'expansion du livre ailleurs, en Catalogne ou en Lorraine, mais il y a aussi, ce livre est un support de d'autres imaginaires, en fait, parce que lecteur, lectrice, on peut aussi se dire, mais quel serait mon point de vue? Quel serait mon chapitre? Et j'ai l'impression que la ruée permettait ça aussi, de non pas élargir le livre, mais les critiques qu'on entendait hier, est-ce qu'il y a sur le genre, en fait, dans la ruée, en faisant appel à d'autres artistes qui n'ont pas forcément voix au chapitre, parce qu'ils sont danseuses, parce qu'ils sont... peut-être ça élargissait, je sais pas si ça élargissait le livre, mais en tout cas ça restaurait le point de vue. Oui, je crois qu'il y a des dimensions dans le livre qui restent à révéler d'une certaine manière, qui ne sont pas dans le livre, parce que c'est les lectrices, les lecteurs qui peuvent en faire quelque chose. Alors, Joël Alazard et Olivier Jandot, vous êtes tous les deux historiennes, historiens, enseignants en histoire en classe préparatoire aux grandes écoles. Boris Charmat parlait il y a quelques minutes de cet imaginaire incorporé. Il y a aussi un imaginaire scolaire et évidemment... il est grand temps de parler comme usage social de ce livre, des usages scolaires, mais aussi de son appropriation par les enseignants autant que par le public lycéen. Peut-être on peut commencer par toi, Joël. Le livre, il a son contexte. On le rappelait hier, il naît en 2015 avec une première réunion à peu près 15 jours après les attentats de novembre, mais vous le recevez en tant qu'enseignant en 2017 dans un contexte de grand rétrécissement des programmes. Oui, merci Chloé. C'est vrai que pour nous, le livre a fait événement. Il a beaucoup surpris. On se l'est approprié néanmoins assez vite, je pense, pour une majorité d'enseignants. Le propos... il fait événement aussi parce qu'il fait beaucoup de bruit au-delà de la sphère académique. Il est dans toutes les librairies. Patrick Boucheron est très sollicité par les médias. Il y a énormément de plateaux. C'est un livre dont on parle énormément, y compris en salle des profs. Les autres collègues nous disent alors, l'histoire mondiale de la France, t'en penses quoi? C'est quoi le débat? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Voilà. On a un livre là qui remet une question finalement au centre du débat. Et le fait que le propos soit engagé politiquement, qu'il s'agisse de combattre en fait cette espèce de roman national refermé sur lui-même, ces crispations identitaires, évidemment, on se dit qu'immédiatement on a peut-être un outil là dont il faut nous emparer. Il se trouve aussi, sans rentrer trop dans les détails pour pas vous lasser, que nos programmes sont souvent réécrits. Il y avait des programmes en 2008. Tous les 3-4 ans à peu près Alors il n'y a pas de rythme, par exemple, là, les programmes de collège ont maintenant plus de 10 ans, ils ont été bloqués longtemps. Mais là, il y avait eu des programmes en 2008 qui, en 5e et en 4e, permettaient d'avoir de belles ouvertures, de belles fenêtres sur les mondes extra-européens, en fait. On avait, par exemple, des chapitres sur la Chine des Han, sur l'Inde des Gupta, et puis ça, c'était en 5e. En 4e, on avait les grands empires africains, et en 2015, les programmes sont réécrits et en fait, toutes ces fenêtres extra-européennes disparaissent. Donc on a l'impression d'un recentrement. Je ne suis pas en train de vous dire que les programmes sont écrits par d'affreux nationalistes, mais quand même,
tous ces chapitres, en plus, sur lesquels les enseignants s'étaient beaucoup investis, parce qu'ils avaient eu tout à forger, tout à apprendre. Il y avait eu des tonnes de formations académiques sur... Se décentrer épistémologiquement. Voilà, disparaissent. Ben, on en reparle beaucoup en ce moment, parce qu'on panthéonise Marc Bloch quand même le 23 juin. En 1938, il a écrit un article absolument... fondateur pour nous, où il dit qu'il faut absolument que les élèves ne soient pas seulement sur une histoire franco-centrée ou centrée sur l'Europe, mais qu'il faut aussi leur donner accès aux grandes civilisations non occidentales. Et on a l'impression que là, effectivement, le temps n'est plus du tout à cette recherche de l'ouverture sur l'autre. Et donc, l'histoire mondiale de la France, on se dit tout de suite que c'est peut-être... un antidote, une manière de nous souvenir de ce qui est aussi important dans nos enseignements et de conserver la nécessaire ouverture sur l'autre. Et puis, régulièrement, quand on en parle avec les collègues maintenant, il faut bien avouer aussi qu'on se dit que c'est peut-être un antidote pour le futur aussi, les années qui vont suivre. C'est un antidote au... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un surmoi colonial? Est-ce que c'est un surmoi qui serait latent comme ça chez les fabricants, prescripteurs de programmes, ou aussi dans le corps social très largement? Comment vous sentez ça depuis votre position à la fois d'érudit en histoire et en même temps de passeur? On nous a dit qu'en fait, ces chapitres avaient disparu par souci de simplification, qu'il fallait recentrer les programmes, que les classes changeaient et qu'il fallait revenir à des fondamentaux aussi de l'histoire de France, de l'histoire européenne. Donc je ne sais pas si on peut parler là de... Comme s'il n'y avait pas de demande sociale. Oui, alors on a quand même des programmes qui nous parlent de la colonisation, de la décolonisation. Alors jamais assez à notre goût, évidemment, mais les programmes sont le fruit de demandes sociales, de demandes du politique. Il y a énormément de pression, en fait. C'est terrible de voir toutes les attentes de chaque société, du supérieur et puis d'associations. Le CSP, le Conseil supérieur des programmes, reçoit beaucoup, écoute, et après, il faut quand même des programmes faisables pour les élèves. Mais, bon, symboliquement, voilà, ça nous a beaucoup soucié que ces fenêtres auxquelles on avait pris goût, parce qu'au début, quand on voit quelque chose de profondément nouveau apparaître dans les programmes, on peut avoir un peu peur et se dire, oh là là, mais est-ce que je vais avoir les outils? On n'est pas outillé, oui. Il faut que je me mette à lire sur des chapitres, j'élabore des chapitres que j'ai jamais travaillés, que j'ai jamais étudiés à l'université. Et puis finalement, quand on s'intéresse, tout est intéressant, et puis ça plaisait beaucoup aux élèves. Le retour des professeurs de collège, c'est que les élèves aimaient ces moments où on parlait de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, évidemment, et ça permettait aussi d'avoir une histoire en quelque sorte un peu plus inclusive pour nos classes. Alors Olivier Jandot, justement, à l'époque, aujourd'hui vous enseignez à Lille, mais à l'époque vous étiez à Arras, et dans le secondaire. Et auprès de ce public-là, vous, quand vous voyez surgir cette histoire mondiale de la France et ce déplacement du regard, mais aussi du récit, évidemment, vous comprenez que dans la réception des élèves se joue aussi une autre forme de monde connecté. Oui, parce que, comme Joël l'a rappelé, on est dépendant des programmes, on est payé pour appliquer les programmes, mais il y a quand même un principe sacro-saint qui est inscrit dans le Code de l'éducation, qui est la liberté pédagogique. C'est-à-dire que si on nous demande de traiter d'un point particulier de programme, mais on est libre de le traiter, pour l'instant, comme on l'entend. Et même si les programmes sont de plus en plus prescriptifs, on est libre d'apporter tel ou tel éclairage. Et quand ce livre a surgi avec bruit dans le débat public, bon, on va quand même être très clair, dans un lycée de province, la controverse autour de la publication du livre passe relativement inaperçue quand même. Hein. Mais il n'empêche que les enseignants s'emparent de la question. Et ça force, ça stimule la réflexion et ça amène aussi à s'interroger sur la manière dont on enseigne tel ou tel point de programme. Et ce livre, en fait, c'est une formidable boîte à outils parce que c'est un outil de transmission auprès d'un très large public non spécialiste éventuellement, les enseignants étant un peu à cheval entre les deux, mais où on demande à des spécialistes qui ont travaillé de
façon approfondie des questions, de fournir une synthèse de 3 pages, ce qui est peut-être extrêmement frustrant pour eux, mais ce qui est extrêmement pratique pour un enseignant. Et je pense par exemple à des notices que j'ai pu même faire lire à des élèves, parce que 3 pages, c'est acceptable pour un élève de lycée. Laquelle, par exemple 1848. Par Quentin de Lermoos, c'est ça? Oui, parce que l'enseignant n'a pas appris grand-chose en lisant cette notice-là, parce que c'est des choses qu'on avait déjà lues. Si on lit un peu, on est au courant quand même qu'aujourd'hui, on a une approche de 1848 qui a dimension mondiale, que moi, la première fois que j'ai lu ça, c'était dans des, je ne sais plus où, dans un livre de Quentin de Lermoos, je crois, qui a eu des banquets jusqu'à Wellington, en Nouvelle-Zélande, quoi. Alors que la campagne des banquets, c'est vrai qu'on l'étudie de façon très franco-française. Donc là, on lui donne non seulement une dimension européenne, mais avec une résonance complètement mondiale. Et quand on enseigne la révolution de 1848, rien n'empêche à ce qu'on va faire l'heure entière, mais voilà, qu'on amène cette dimension mondiale dans l'enseignement d'un point de programme. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'enseignant n'est pas la seule personne à dire l'histoire. Le public qu'on a face à nous, il a une vision de l'histoire qui est façonnée en partie par l'école, le lycée, le collège aussi, mais qui est aussi le fait des réseaux sociaux, de l'appropriation de l'histoire qu'il se fait un peu tout seul, par des vulgarisateurs plus ou moins inspirés, certains plus ou moins orientés, et aussi par, je dirais, sa famille qui allait visiter le Puy du Fou et qui a trouvé ça super chouette. Et le Puy du Fou propose un récit sur l'histoire, qui n'est pas exactement le même que celui de l'histoire mondiale de la France. Et donc, quand on enseigne un point d'histoire en s'appuyant sur un ouvrage comme celui-ci, on propose une ouverture. Je ne sais plus qui l'a dit, on ouvre les portes et les fenêtres de l'histoire de France. Et quelque part aussi, on contrebalance un discours qui peut être autre, très classique, très franco-centré, et je pense qu'on fait œuvre de salut public. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, permet de renouveler des pratiques pédagogiques, permet d'orienter le regard de l'enseignant et donc de ses élèves. Et il n'y a pas beaucoup de livres comme ça qui, en gros, commencent par des publications qui ont commencé dans des revues internationales et des colloques, qui arrivent à des ouvrages de synthèse et qui ensuite ont cette capacité à infuser jusqu'au fond des classes. Je pense aux grandes synthèses qui ont été publiées sur l'esclavage, sur colonisation de notre histoire, etc. Ces très grandes synthèses avec des notices très courtes, ce sont des outils de travail absolument fondamentaux. Ce sont des ouvrages qui sont d'utilité publique. Est-ce que ça tient aussi à l'écriture, la manière dont cette histoire est restituée? Oui, parce que le fait de dire à un auteur fais-toi plaisir, tu as 3 pages, mais fais-toi plaisir, oublie les notes de bas de page, tu peux même te permettre des petits effets de manche, ça donne du plaisir à celui qui écrit, ça donne du plaisir aussi à celui qui lit. On se libère de tout un appareil scientifique, c'est pas de la littérature grise, mais en même temps, sur l'expression qui est un peu connotée maintenant, mais c'est extrêmement intéressant parce que un parent d'élève vindicatif, on pourrait en avoir un, parce qu'il y en a qui pensent que Mélancolie française est un grand livre d'histoire, qui vous dit « Oui, c'est quoi ce discours de gauchiste que vous tenez avec le livre de Boucheron ?» On peut quand même lui opposer que si le livre n'est pas politiquement neutre et il ne s'en cache pas, il est quand même fondé sur un savoir académique fondé avec ce qui fonde un savoir académique, c'est la reconnaissance des pairs, des publications savantes, etc. etc. Donc là, on a aussi un outil pour dire ce que je fais là, même si peu politique, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, et selon la formule du vieux Ranke, je raconte les choses, wie es eigentlich gewesen, comme elles se sont réellement passées. Et ça, c'est très bien aussi de pouvoir s'appuyer pédagogiquement sur ce type d'ouvrage qui disent l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est quand même une réalité qu'il y a des événements qui ont des retentissements mondiaux, que je pense aussi, j'utilisais la notice sur le mouvement Philhellène, de montrer que voilà, il y a déjà des solidarités européennes
avec des circulations, des débats d'idées, des engagements. Enfin, le mouvement Philhellène à l'heure de la guerre en Ukraine, ça peut parler à des élèves de lycée aussi, quoi. Alors justement, ces élèves-là, ils étaient à Arras. Est-ce que, dernière question sur cette réception localisée du livre, en tout cas de ce qui en est transmis par les enseignants, est-ce que il y a aussi, hier on entendait bien que dans cette ouverture, ce déplacement, ce décentrement, il y avait aussi un enjeu par rapport à un récit dominant, et est-ce que ces élèves-là, tout d'un coup, se sentent pris en compte dans leur existence? Je crois que c'est Anaïs Albert hier qui soulignait que la ruralité n'avait pas forcément une place immense, et pourtant il peut y avoir des points communs finalement entre des publics qui ne disposent pas de tous les capitaux culturels. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit effectivement Anaïs Albert hier sur la part du rural, du populaire dans l'histoire mondiale de la France. C'est vrai que Arras, c'est une agglomération de 100 000 habitants avec un recrutement sur un milieu rural, mais qui est... Je pense qu'il y a eu, avec Florian Mazel hier, une réflexion sur les articulations des jeux d'échelle. C'est toujours très intéressant pédagogiquement de montrer comment le local s'articule avec le global. À Arras, par exemple, il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, une ville qui a été défendue par les Anglais avec des tunnels creusés par des tunneliers néo-zélandais. Voilà. Il y a un bassin minier avec des Polonais qui sont venus là. Et donc, en fait, montrer que même si on est au fin fond de l'Artois, il y a un village qui s'appelle Bullecourt, dans lequel il y a un musée qui est consacré à des Australiens, montrer que même au fin fond de la France, comme ça, il y a des résonances. Même hier à Angoulême, on peut montrer que Angoulême, eh ben, c'est pas une toute petite ville de France, qu'elle est déjà connectée au reste du monde. Quand on explique à des élèves, je sais pas, quand on fait une histoire du Moyen-Âge, que les foires de Champagne, que Bar-sur-Aube, je suis passé un 31 décembre, je ne garde pas souvenir d'un endroit d'un dynamisme extraordinaire, que Bar-sur-Aube était le centre de l'Occident, un des centres de l'Occident commercial au XIIIe siècle, au XIIe et XIIIe siècle, ça les fascine absolument. Donc, voilà, montrer qu'on peut conjuguer la petite patrie, comme on le faisait sous la Troisième République, la patrie tout court, et puis le global. Ce n'est pas du tout incompatible. On peut produire un récit sur la nation, qui est une notion qui existe, et je pense avec laquelle les enseignants n'ont pas de problème, mais que ce n'est pas forcément une vision rétrécie et moisie de la nation, quoi. On peut avoir une conception ouverte de la nation. Enfin, je renvoie à Renan et à tout le débat sur qu'est-ce qu'une nation, quoi. Joël Alazard, on se tromperait lourdement si on donnait l'impression que ce livre, c'est une série de notices narratives et presque illustratives, propice à une appropriation par un public non initié, profane, et donc très séduisant de ce point de vue-là, utile aussi politiquement, mais c'est aussi un livre profondément épistémologique. L'introduction, par exemple, on peut s'en saisir quand on est enseignant. Alors là, peut-être c'est à l'enseignante en classe prépa que je m'adresse, mais peut-être que je me trompe et qu'en fait, en secondaire aussi, on arrive à transmettre des enjeux épistémologiques. Alors, je parle peut-être sans le dire, je ne sais pas. Je parle sous le contrôle d'Olivier. C'est vrai qu'on est nombreux en prépa à régulièrement distribuer l'introduction de Patrick Boucheron à nos élèves, parfois en confrontant d'ailleurs cette introduction avec d'autres textes, des extraits par exemple de Pierre Nora, la préface au lieu de mémoire. C'est intéressant de faire voir frictionner aussi, les imaginaires historiens. C'est très important, mais moi je sais qu'il y a des collègues aussi qui sont en option à GGSP. Alors à GGSP, je vais dérouler l'acronyme parce que vous savez, dans l'éducation nationale, on adore les acronymes, on a une passion pour les acronymes. C'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. C'est une nouvelle option qui prépare très bien d'ailleurs les élèves au supérieur après quand ils veulent faire des études
d'histoire ou de géographie. Et les collègues d'AGGSP, par exemple, se servent régulièrement de l'introduction, ou citent des extraits de l'introduction, et le livre est connu au lycée. Ça veut dire que c'est un laboratoire, ce livre aussi? On peut le voir comme ça? On peut Oui, et puis on peut s'en ça servir. C'est pas, voilà, il n'est pas livré clé en main, c'est pas un outil pédagogique, mais c'est un compagnon dont on peut se saisir différemment selon nos besoins. Par exemple, je sais que j'ai une collègue qui l'utilise régulièrement en cours, qui le cite quand elle traite du chapitre sur la connaissance, et sur la connaissance historique, et sur la manière dont on écrit l'histoire. Moi, en fonction de mes chapitres d'Hippocane, je ne fais jamais le même programme, je ne vais pas utiliser les mêmes notices. J'aime bien, c'est vrai que j'ai mes notices chouchou, un peu chouchou, je ne sais pas si... Voilà, j'aime beaucoup celle de Dominique Ionia-Prat sur 1143 et la traduction du Coran à Cluny, commandée par Pierre le Vénérable. Ça me permet d'avoir de beaux développements et puis d'avoir de belles discussions avec les étudiants. Je me sers aussi, tout à l'heure on parlait de la notice d'Hervé Mazurel sur le mouvement Philhellène, c'est 1825, là, voilà, et ce qui est agréable aussi, c'est que les étudiants, après, très souvent, vont voir le reste de l'ouvrage parce qu'ils sont curieux. En AGGSP ou en prépa littéraire ou à l'université, évidemment, ils ont envie aussi de lire. Et comme les notices sont très courtes, comme c'est un livre aussi qu'on peut lire à saut et à gambade, pour reprendre l'expression de Montaigne, c'est pas un livre qui leur tombe des mains, ça peut vraiment aussi leur donner un goût de l'histoire, et puis ils seront plus jamais dans le récit, vous voyez, le robinet d'eau tiède qu'on ouvre des faits avec, voilà, pas de réflexion. Là, ils adoptent une posture aussi critique, une posture historienne, donc c'est en ça aussi que le livre nous est très précieux. Olivier Jandot. Oui, parce qu'en fait, ce livre, il est utilisable je dirais, à peu près tous les niveaux d'enseignement. Quand on est enseignant, bon, j'enseigne en prépa maintenant, j'ai eu des charges de cours à l'université, aussi à Sciences Po Lille. Quel que soit le public auquel j'enseignais, j'ai toujours trouvé quelque chose, j'avais toujours un moyen de l'utiliser. Et ça aussi, c'est intéressant. Quand il est sorti, je donnais un cours d'historiographie à l'université d'Artois. Bon, j'en ai parlé tout de suite. Voilà, voilà. Et ça permet d'aborder des questions, je pense, alors il y a l'introduction, et puis il y a aussi le fait que ce livre a été publié, je ne sais pas si c'est la même année, mais à quelques mois près, avec La Ballade nationale de Sylvain Vénère dans l'histoire destinée de la France, qui est aussi un livre que j'aime beaucoup, parce qui pose la question des origines. Quand commence l'histoire de France? Et c'est vrai que commencer par Chauvet, c'est une idée absolument géniale. Là, nos ancêtres sont plus gaulois, quoi. On ne sait même plus trop qui ils sont. Mais et cette question, et ça, c'est une question qu'on peut travailler de 1000 manières et à différents niveaux. Mais avec un public en prépa, on fait de l'historiographie dans le sens où quand on traite une question historique, on traite aussi de l'historiographie qui va avec, en montrant les renouvellements, etc., etc. Mais on est aussi là pour les faire réfléchir des gens qui sont potentiellement de futurs historiens à la manière dont on écrit l'histoire, aux choix que l'on fait quand on écrit l'histoire. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant. On pourrait faire une étude comparée. Quand commence l'histoire de France? Et c'est effectivement un jalon dans un genre. C'est pas tout à fait une histoire de France, mais à sa manière un peu quand même. C'est quand même un jalon dans un genre qui a eu aussi une histoire, et de montrer comment le regard évolue en fonction des époques et comment l'histoire est jamais... Lucien Febvre dit que l'historien, il n'est pas le seul à avoir dit, mais toujours fils de son temps. Mais c'est comme un armement ou une musculature qu'on n'aurait pas entretenue et que tout d'un coup on réarme. Et est-ce que vous êtes tous les deux membres de la PAG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la PAG, c'est une institution puissante dans l'éducation nationale. Parmi les profs d'histoire-géo du secondaire, Joëlle est présidente de la PAG. Là, c'est une historiographie qui se réinvente, qui se renouvelle puissamment quand le livre sort, mais encore faut-il qu'il y ait la bibliographie derrière et des travaux. Est-ce que des travaux dont les enseignants peuvent s'emparer? Est-ce que
au moment où ce que j'ai oublié de dire, c'est que la PAG, l'Association des professeurs d'histoire géo, fait aussi de la formation continue des enseignants et une intense formation bibliographique, justement, historiographique. Est-ce qu'au moment où le livre sort, les enseignants sont outillés pour poursuivre l'élan des savoirs et le geste d'ouverture que porte le livre? Est-ce que ça a ouvert à toute une nouvelle bibliothèque finalement? Alors pour répondre avec franchise, quand le livre sort, je ne suis pas encore à la PSG. Donc je ne sais pas bien... Pardonnez cet anachronisme institutionnel. Non, mais je ne sais pas bien si mes prédécesseurs s'en étaient emparés ou pas. Ce qui est certain, c'est que dans tout ce qu'on fait là maintenant depuis 7-8 ans, et l'association s'est beaucoup renouvelée, elle a multiplié les supports, les médias, les occasions de rencontres, journées d'études, conférences, café virtuel sur Zoom le soir, vous pouvez tous vous connecter, hein. Vous n'êtes même pas obligé d'être adhérent, vous nous écrivez, on vous inscrit. On parle d'histoire et de géographie tous les soirs à 19h. Voilà. Et d'une bibliothèque, vous ouvrez sur une bibliothèque. C'est effectivement une démarche qui est toujours mentionnée et un livre qui est important. Et d'ailleurs, je remercie Patrick qu'on sollicite très souvent, beaucoup trop souvent peut-être, parce que c'est chronophage pour toi. Mais voilà, on a cette conscience effectivement d'une écriture de l'histoire de France qui n'est pas une écriture refermée sur elle-même, que la France n'est pas une île. Et voilà, je crois que les héritages sont là, durables. Et, je vais préciser ma question. Est-ce que ça a fait des petits? Est-ce que depuis, vous, à l'endroit où vous exercez, vous avez senti comme ça un legs, finalement? Bien sûr. Bien sûr, on n'a plus forcément la même manière non plus de concevoir un certain nombre de cours, de récits. On va aller différemment vers nos sujets de programme. Il y a toujours eu des renouvellements historiographiques, mais c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, sur tout un tas de thématiques qui sont en plus dans le champ de l'histoire scolaire, colonisation, esclavage, etc. Il y a eu de tels renouvellements historiographiques que c'est tout à fait logique qu'ils arrivent dans les classes. Un professeur généralement lisent, ils sont informés, ils se tiennent au courant. Je pense à l'importance aussi d'une revue comme l'Histoire, par exemple, qui permet d'amener vers un très large public. Et je prends un exemple tout simple. La notion, le concept d'international libéral de Maurizio Isabella, moi je la citais même dans mes cours de lycée. Voilà, ils avaient juste un nom comme ça d'historiens qui ne liront jamais pour la plupart, mais voilà, ils prennent conscience de quelque chose et c'est important qu'on cite. Alors d'autant plus que quand on est sur un ouvrage comme ça qui a eu un fort retentissement médiatique, parce que c'est toujours notre rêve secret, c'est de donner envie de lire. Et effectivement, quand on distribue 3 pages photocopiées, au niveau du droit d'auteur, on est peut-être limite, mais c'est un peu l'offre découverte qui peut amener, peut-être pas un achat, mais un emprunt au CDI. Et les coordinateurs scientifiques sont là. Et ça, c'est extrêmement important, parce que la lecture, c'est un sujet en soi, mais dire que tel auteur est passé à la radio, le podcast, c'est une œuvre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a nos élèves de lycée, moi j'avais du mal à les faire lire, mais par contre, proposer des podcasts, c'était possible. Et ça c'est génial, parce qu'en fait, ils sont en prise avec une histoire qui se fait, qui est en train de se faire, avec des débats publics, et ça résonne en eux, et après... C'était aussi la lettre de Jules Ferry aux instituteurs après la mise en place de la laïcité, où il explique en gros qu'ils convaincront leurs parents de la grandeur de l'école républicaine quand les parents reviendront de l'école plus instruits, plus savants, etc. etc. Et on rêve secrètement qu'autour du dîner de famille, un élève soit capable de participer au débat en disant « bah oui, mais moi à l'école on m'a dit que, j'ai vu que, j'ai entendu que, etc. » On joue aussi un rôle hyper important dans un travail de transmission du savoir et de transmission d'une histoire qui est l'histoire, la vraie, celle qui est scientifiquement fondée, face à des falsificateurs de l'histoire ou des discours qui sont biaisés, qui sont historiquement faux et falsifiés. Ça, c'est extrêmement important, je pense.
Et je reviens juste une minute sur la PSG. Évidemment, c'est la défense et la promotion de nos disciplines, l'histoire et la géographie, mais c'est pas une association corporatiste. C'est une association qui vise aussi à connecter des mondes qui parfois ont tendance à s'ignorer, le monde du supérieur avec les enseignants du secondaire. D'ailleurs, il y a énormément d'enseignants du supérieur qui sont membres de la PAJ pour que les savoirs soient sans arrêt renouvelés, circulent et qu'on soit en fait dans une formation permanente et continue pour rester bon dans nos disciplines. Arthur Noziciel, Joël comme Olivier parlait d'imaginaire scolaire, mais pas que. On voit bien qu'il y a aussi un imaginaire partagé, hérité, familial de l'histoire. On parlait de surmoi colonial qui perfuse encore dans les programmes, en tout cas en 2015. Aujourd'hui, avec c'est un enjeu aussi. Est-ce que ce genre de traversée et de débordement qu'a représenté l'histoire mondiale de la France, vous avez le sentiment que ça a été aussi reçu dans les métiers de la création, chez les dramaturges par exemple, ou plus largement, peut-être pas, je ne parle pas forcément disciplinairement, mais est-ce que ça a déplacé le répertoire? Est-ce qu'il y a comme une réception souterraine qui infuse aussi dans le monde de la création, qui viendrait détricoter cet imaginaire un peu vérolé? C'est très très vaste. Alors, il y a je trouve justement que l'histoire mondiale de la France, pour reprendre une expression que j'aime bien avec certains camarades qui veulent absolument réutiliser cette expression, c'est replacer l'église au milieu du village. C'est le pompon, là. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est comment... et c'est pas ce qu'a voulu faire La Ruée ou des projets comme ça, c'est-à-dire, il y a une confusion, je crois, aujourd'hui, entre un théâtre qui se dirait documentaire ou de témoignage... C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Et l'histoire mondiale de la France. Et en réalité, il y a, et vous en parliez, quelque chose du fait, du scientifique dans l'histoire mondiale de la France. Je ne sais pas si le mot scientifique est juste, mais des faits. Je pense qu'il est endossable. Qui vient contrarier une autre façon d'aborder l'histoire aujourd'hui, ou en tout cas de la définir comme telle, qui passe par un ressenti ou de l'amalgame ou des espèces de raccourcis. Voilà. Et qui donne un théâtre qui se voudrait d'histoire ou historique, mais qui en réalité reste très approximatif. Et là, il y a peut-être une confusion entre l'idée de récit qu'on peut trouver dans l'histoire mondiale de la France, avec parfois, dans des textes, quelque chose qui est... On sent l'auteur, on sent quelque chose de subjectif, et c'est ça qui en fait, vous le disiez, le plaisir de la lecture, avec, finalement, je peux raconter mon récit aussi, quoi. Et là, il y a, pour moi, il y a une vraie différence. Alors, je ne parle pas de tous les spectacles qu'on peut voir, mais ou de tout ce qui est en train de se passer, mais il y a une appropriation peut-être de l'idée de la matière histoire dans le théâtre, et aussi dans la danse ou la performance, puisque maintenant les catégories sont quand même beaucoup plus fluides que ce qu'on veut bien... Un floutage des disciplines. Oui, donc... voilà, le récit intime n'est pas forcément le récit de tout le monde, le récit intime n'est pas forcément scientifique, le fait de faire du documentaire... Mais en quoi ça vous chiffonne? En quoi ça me chiffonne? Oui, vous disiez c'est pas très rigoureux. Moi je suis attaché ça à l'histoire... Ça peut être ça, une réception féconde aussi, peut-être. Oui, mais non, je suis attaché à l'histoire, si on parle d'histoire, comme une histoire des faits aussi, et dans une période de grand glissement sémantique, de dérive comme ça des récits, de tout le monde se réapproprie un peu ce qu'il veut. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans le fait de rester centré. Et le décentrage, comme vous en parlez, ce déplacement n'est possible que s'il y a centre. On ne se déplace pas s'il n'y a pas de place. Il y a pas, enfin voilà, c'est pas jouer juste sur les mots. C'est-à-dire qu'à un moment, non, tout n'est pas histoire et tout n'est pas Enfin ouais, je crois qu'il y a une vigilance à avoir parce que les réseaux sociaux, parce que beaucoup de choses. Voilà, j'ai pas envie de rentrer trop
dans ça maintenant, mais font qu'il y a confusion. Boris, tu utilisais le mot tout à l'heure d'exposition vivante. Je trouve ça intéressant qu'un chorégraphe dise qu'une partie de son travail, en tout cas ponctuellement, peut tenir à un geste d'exposition vivante. En quoi, depuis La Ruée, donc 2018, on est quand même 8 ans plus tard, et cette expérience de traversée d'un livre, de partage aussi à des comédiens et des danseurs, des interprètes, on va dire, cette expérience-là, est-ce que tu dirais qu'elle t'a dépaysé, ou plus exactement que ce dépaysement, il a sédimenté et fécondé autre chose depuis? Alors d'abord, j'ai fait une sorte d'exposition vivante, enfin on a fait avec ce livre, mais je suis un fanatique En fait, j'ai souvent des soucis de spectacle. J'aime les spectacles, mais souvent comme spectateur, j'ai envie d'être lecteur et pas spectateur. J'ai parfois des soucis avec le show. Hein, ce qu'on doit nous montrer, donc l'exposition vivante, c'est une manière de... Le fait qu'on voit pas les coutures, justement. Oui, non, mais c'est aussi le fait que, en tant que danseur, je suis pas en train de montrer mon corps et ce que je sais faire, mais je suis en train de travailler un chapitre de l'histoire mondiale. Donc ça nous décale, mais en fait, ça me rassure moi aussi. Hein, c'est ce que disait un peu Arthur, le fait que ça peut être rassurant ce livre, au sens de dire, on n'est pas dans le monde c'est pas Danse avec les stars, on est à un endroit de sensibilité à l'histoire. Donc moi j'ai eu des soucis après La Ruée, parce qu'en fait je suis souvent invité en Europe ou dans le monde, et je me rendais compte que j'avais du mal à... Enfin je suis ravi qu'il y ait des versions non pas de ce livre, mais de cette démarche qui puisse se faire ailleurs et autrement. Mais moi, j'ai eu du mal à pouvoir faire La Ruée à Manchester. Donc j'étais face à quelque chose qui était... Très situé, finalement. Oui, très situé. Et moi, j'avais quand même le sentiment que c'était un livre pour la France, quelque part, qui pouvait parler à d'autres pays, à d'autres régions, autrement, mais que du coup, il fallait réinventer. Et de fait, j'étais à Manchester, mais je ne me voyais pas, moi, faire une ruée sur l'histoire de l'Angleterre, qui n'était pas encore écrite. Je ne me voyais pas être, je ne sais pas où, justement, à Londres, à Manchester, mais avec l'histoire mondiale de la France, sachant même pour expliquer la subtilité du titre, peut-être que mon anglais n'est pas assez bon, mais on est souvent vu comme étant arrogant, soit les artistes français, soit les Français tout court. Histoire mondiale France, il fallait déjà expliquer l'explication du titre, et pas l'histoire prenait de la France déjà mondiale. beaucoup de place. Donc je dirais ça n'a pas été si facile que ça. Là, hier, en voyant la démonstration un peu justement de Showman sur l'histoire mondiale de la Suisse, je me suis dit, ah non, mais en fait, maintenant, on pourrait faire une ruée suisse. Là, je me dis, je vais appeler quelqu'un en Suisse. Enfin, peut-être qu'il m'a fallu du temps pour digérer ça. Et puis, c'est tombé aussi en plein Covid. Hein. Donc, on a la première édition, non, mais à la MC 93, oui. Donc, public limité. C'est un spectacle qui était aussi avec de grande ampleur. 40 artistes, dont 20 étudiants, mais quand même... donc je sais pas, le théâtre d'Arras aurait peut-être du mal à le produire. Donc ça n'a pas été si facile que ça à continuer. Par contre, le fait d'engager des grandes formes collectives à plusieurs, avec plein d'artistes, de chants différents ou pas, mais ça m'a nettement donné envie de continuer de différentes manières. Donc j'ai pas travaillé sur un autre livre, tout ça, mais ça m'a donné envie de continuer. Et puis là, je viens de lire La Peste Noire, je me dis... il faut que je discute avec Arthur, mais qu'est-ce qu'on fait avec les danses macabres qui sont et qui ne sont pas dans le livre de Patrick. Enfin, ça m'a donné envie de continuer, mais moi, je suis assez lent aussi. Ça n'a pas débouché sur des nouvelles formes proches de ça, mais par contre, la nécessité d'avoir des grandes formes collectives qui s'emparent de sujets cruciaux, mais dans laquelle chaque individu peut aussi avoir son point de vue,
son action, son mouvement, ça c'est resté, ça reste. Voilà. Toute dernière question, est-ce que c'est aussi l'idée d'occuper la place, enfin de prendre place, comme il y a une histoire publique, il y ait un théâtre, une danse publique, c'est-à-dire d'occuper des positions finalement, l'un comme l'autre. Et puis ce sera ma dernière question. C'est qu'au moment du Covid, lancer ce podcast, c'est très politique aussi. Et c'est quelque chose qui est porté par le livre, c'est-à-dire je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, de la réception, mais en tant que théâtre public, on a quand même reçu quelques messages nous demandant vraiment si c'est la mission d'un théâtre public de faire la promotion à travers les podcasts de cet angle, ce parti pris. De ce parti pris. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui fait que ça échappe pas aux politiques. Et je comprends très bien ce que tu dis sur le fait de ne pas le refaire la ruée en Angleterre, etc. Parce qu'il y a une même en ne disant rien, c'est une prise de parole, c'est une prise de position en fait. Boris ? Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué en discutant avec Patrick après, c'était le fait que ce livre naît un peu en 2015 et que moi, après Charlie Hebdo, où je suis à Rennes justement, et il y a ce rassemblement, cette assemblée suite aux attentats sur la plus grande place de Rennes, l'esplanade Charles de Gaulle, qui est une place un peu vide, un peu délaissée, un peu mal aimée, ou était un peu vide, un peu délaissée, un peu mal aimée. On se rassemble et en fait on doit défiler dans la ville, mais en fait il y a tellement de monde qu'on ne peut plus bouger. Donc on est face à une forme d'immobilité forcée. Il ne se passe rien, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de slogan, il y a de temps en temps quelques applaudissements un peu avides, et sinon on ne bouge pas. Et c'est très très beau aussi, cette immobilité. Et 2015 génère ce livre, génère plein d'autres livres, plein d'autres choses, mais aussi un moment où moi et où nous, en danse, dit tiens, mais en fait, l'espace public, il est vraiment problématique. Il a été privatisé, il est réduit. On supprime les bancs par peur que les sans-domicile fixe les occupent. Et là, on se réunit, mais on ne peut plus bouger. Donc, comment est-ce que on va pouvoir réenchanter l'espace public, c'est un peu trop positif, mais réinvestir l'espace public, donc pas occuper la place, mais se dire oui, on a besoin de policiers et de sécurité dans l'espace public parce qu'il y a des attentats, parce qu'il y a des risques, mais on a aussi besoin de danseurs non armés dans cet espace public. On a besoin que d'autres choses se passent dans l'espace public. Et du coup, pour moi, 2015 a été le déclenchement de tout un projet là avec l'association Terrain, qui est l'association dont je m'occupe avec d'autres qui sont là dans la salle aujourd'hui. Ça a été qu'est-ce que l'espace public peut générer comme forme, des formes dont on a besoin aujourd'hui pour habiter l'espace correctement. Moi, j'étais trop long. Mais... Merci Boris Charmat, Joël Alazard, Olivier Jandot, Arthur Noziciel. Merci infiniment pour ces échanges.